Aujourd'hui, la planète se réchauffe, et ce réchauffement est lié aux activités humaines, par un renforcement de ce qu'on appelle de l'effet de serre. Et alors, ce réchauffement, il est un peu imperceptible, il est faible. Donc on dit 0,8 degrés en un siècle, c'est pas grand-chose, mais regardez, c'est appliqué à la masse de la Terre, donc c'est énorme. Quand on a 37, on est en bonne santé. Quand on a 37,8, on est un petit peu malade, on a un fébricule, on dit en médecine on couvre quelque chose. Donc la Terre aujourd'hui, elle a 37,8. Et on prévoit qu'elle va gagner 2 degrés en 50 ans. C'est-à-dire qu'elle aura 39 bientôt. Donc la Terre va être malade. Et donc il est temps d'agir. Et agir, c'est effectivement lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement de la planète dans son ensemble va entraîner du changement climatique. C'est-à-dire que ça ne va pas être un réchauffement harmonieux. On va vers de la disharmonie climatique, des accumulations importantes de chaleur à l'équateur, disparition progressive du pôle Nord parce que la banquise fond. Donc ce réchauffement va créer du chaos. On le voit avec la multiplication des cyclones qui deviennent plus fréquents, plus violents. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que cette machine climatique qui repose sur l'échange de la chaleur entre l'équateur et le froid des pôles est en train de se dérégler. Donc ça ne va pas vers du réchauffement constant, progressif et confortable, on va vers du chaos climatique. La solution, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique, qui est lié à la consommation du charbon, du pétrole et du gaz. Mais comment changer les choses quand on sait que 80% de l'énergie utilisée sur la planète aujourd'hui vient de ces énergies fossiles ? Donc il est temps aujourd'hui, il est urgent de mettre en œuvre toutes les énergies que la Terre nous donne. Le vent, le soleil, l'énergie des marées, la biomasse, toutes ces énergies qui ne vont pas satisfaire, qui sont incomparables par rapport à l'immensité énergétique que représentent le gaz, le pétrole et le charbon. Il va falloir multiplier ces sources et les adapter aux besoins domestiques. Donc il faut aujourd'hui investir sur ces zones-là parce que nous n'avons même pas un siècle devant nous. Dans un siècle, on va dire que les énergies fossiles, il n'y en aura plus. Donc comment passer en peu de temps de 80% de dépendance en énergie fossile à autre chose, aux autres énergies. Donc on a très très peu de temps pour le faire. Nous sommes entrés aujourd'hui dans ce défi énergétique qui est en même temps assez enthousiasmant parce que nous allons passer à l'énergie de l'intelligence. Comment exploiter ce que la nature nous donne? Comment essayer de répliquer, par exemple, aujourd'hui on travaille sur le projet ITER, qui est un projet de fusion des noyaux légers. C'est-à-dire qu'on va recréer et maîtriser l'énergie du soleil sur Terre. Ça, je pense que c'est le point suprême, parce que toutes les énergies nous viennent du soleil. Le pétrole, le gaz, le charbon, c'est de l'énergie solaire. C'est la photosynthèse des végétaux, sous l'impulsion des rayonnements solaires, qui a fait cette matière organique qui est devenue pétrole, gaz et charbon. Donc ça a mis 200 à 300 millions d'années pour être fait ces énergies-là. Comment nous n'avons pas de temps, on n'a pas 200 millions devant nous, on a quelques décennies devant nous. Donc c'est découper son intelligence et je trouve que pour les générations qui arrivent, la course derrière les nouvelles énergies, c'est assez enthousiasmant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être directeur général du musée océanographique de Monaco et de l'Institut océanographique à Paris. Et donc c'est un poste qui est intéressant parce que j'arrive, si vous voulez, derrière un fondateur formidable qui était Albert Ier, qui a créé ce musée océanographique, qui était un explorateur, qui était un océanographe, un pionnier, un aventurier, un homme de lettres, un visionnaire, un philosophe. C'est quelqu'un de très inspirant, qui a été relayé à un moment donné par le commandant Cousteau, qui a dirigé cet établissement. Et j'arrive avec des envies de continuer la vie que j'ai et l'appliquer et décupler ce que j'ai fait sur cette base-là, sur cette légitimité de ce musée, sur le rayonnement. Donc il faut moderniser cet établissement tout en conservant cette œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, le musée océanographique, en plus d'être un musée de l'océanographie. Et donc moderniser ce chef-d'œuvre et lui donner un rayonnement international. Donc j'ai deux grands projets, faire un conservatoire mondial du corail, ici, parce qu'il y a des scientifiques qui savent bien faire pousser le corail à Monaco, et ensuite reprendre la mer, c'est-à-dire renouer avec son fondateur,
faire un bateau océanographique et renouer avec les campagnes, parce que le bateau c'est un ambassadeur, le bateau c'est un outil de communication, c'est un outil de rêve, c'est un outil de recherche, c'est une polyvalence formidable qui en même temps amènera ce rayonnement qui existe toujours, mais il y a besoin de relancer, si vous voulez, le rayonnement du musée, donc qu'il redevienne un phare de l'océanographie et de la culture des océans à un moment donné où on a vraiment besoin de protéger les océans. Et si j'avais un message à donner, parce que j'ai un parcours où on a l'impression que tout est arrivé facilement, mais en fait c'est une succession de sommets à gravir difficiles, d'immenses vallées de doutes. C'est la persévérance, c'est à travers la persévérance qu'on arrive. Donc je dis à tout le monde, suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile.